Cap sur l'édition de ce vendredi. Merci de nous rejoindre sur A12 pour vous informer. Voici les titres de ce journal. De Washington à Varsovie, Volodymyr Zelensky poursuit son offensive diplomatique en vue d'obtenir le renforcement de l'aide militaire à son pays. Ce jeudi, il était à Varsovie en Pologne où il s'est accordé avec son homologue polonais. Le Rwanda de nouveau est épinglé pour son soutien à la rébellion du M23. Un rapport de l'ONU dévoilé ce jeudi à New York accuse les forces rwandaises d'être intervenues dans l'est de la RDC pour appuyer les offensives rebelles. La Noël sous austérité, c'est ainsi que l'on peut décrire les difficultés auxquelles sont confrontés les Autrichiens, frappés de plein fouet par l'inflation des prix sur le marché. On en parle en cours d'édition. C'est une étape de son agenda qu'on ignorait. Ce jeudi, le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu à Varsovie en Pologne où il a reçu un accueil chaleureux de la part de son homologue Andrzej Duda. Les deux voisins ont évoqué durant 2 heures le renforcement de l'aide militaire apportée à l'Ukraine face à la persistance de l'agression russe. Regardez. Volodymyr Zelensky a fait escale en Pologne sur le chemin du retour après sa visite à Washington. Le président ukrainien a été chaleureusement accueilli par son homologue polonais Andrzej Duda. Il a exprimé sa gratitude à son voisin pour l'aide apportée depuis le début de la guerre. Les entretiens ont duré environ 2 heures. Les dirigeants ont mis l'accent sur le renforcement des capacités de défense de l'État ukrainien. Volodymyr Zelensky s'est notamment félicité de la prochaine livraison par les États-Unis du système de défense antimissile Patriot. De son côté, Vladimir Poutine a balayé les bénéfices pour l'Ukraine de ce système qu'il a qualifié d'assez vieux. Sur le terrain, les troupes russes ont par ailleurs reçu la visite du ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Dans la vidéo publiée par Moscou, on le voit inspecter des troupes et discuter avec des officiers. Dans le même temps, le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a rencontré à Moscou le directeur de Rosatom, l'entreprise publique russe spécialisée dans l'énergie nucléaire. Objectif, obtenir un accord sur la création d'une zone de protection autour de la centrale de Zaporijia, qui est toujours occupée par l'armée russe et fait l'objet de dangereux accrochages. Justement, à propos du conflit en Ukraine, où le dirigeant russe Vladimir Poutine s'exprimait hier devant des officiels à Moscou. Plus tôt, la guerre se terminera, mieux ce sera, a-t-il déclaré, sans pour autant évoquer le retrait de son armée. Pas de remise en liberté provisoire pour Eva Kaili. Ce jeudi, la justice belge a décidé de son maintien en détention malgré la demande formulée par ses avocats. L'ex-vice-présidente déchue de ses fonctions après la découverte de 150 000 € en espèces à son domicile est soupçonnée d'avoir été subornée par le Qatar. Inculpée dans le scandale de corruption avec le Qatar, l'eurodéputée grecque Eva Kaili va rester en prison. La justice belge a refusé sa demande de placement sous bracelet électronique et a prolongé d'1 mois sa détention préventive. Déchue il y a 10 jours de sa fonction de vice-présidente du Parlement européen, elle est accusée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer ses décisions politiques. L'élu interpellé le 9 décembre dernier clame son innocence dans cette affaire qui a fortement ébranlé l'institution européenne. 3 autres suspects restent incarcérés, dont son compagnon Francesco Giorgi et l'ex-eurodéputé Pier-Antonio Panzeri. En Belgique, l'enquête dirigée par le juge financier Michel Claes a donné lieu à une vingtaine de perquisitions, y compris dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. 150 000 € en liquide ont notamment été saisis au domicile d'Eva Kaili. Le père de cette dernière a lui été surpris avec une valise contenant 750 000 € en espèces. Encore une nouvelle accusation à l'international pour le Rwanda. Ce jeudi, les Nations Unies ont formellement accusé Kigali d'avoir mené des interventions directes en soutien au M23 dans l'est de la RDC, ce que dément catégoriquement le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Les Nations Unies accusent le Rwanda d'avoir mené des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et d'avoir fourni des armes, des munitions et des uniformes à la rébellion du M23.
D'après un nouveau rapport de l'ONU, des preuves substantielles démontrent l'intervention directe des forces de défense rwandaises, au moins entre novembre 2021 et octobre 2022. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on ait le rapport, bien sûr, d'une façon officielle, qu'on examine les preuves dont on parle et qu'on puisse aussi y répondre. Là, on se base sur des preuves qui sont sorties. Alors que la rébellion Tutsi du M23 a conquis de vastes zones du Nord Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda, la publication de ce nouveau rapport est prévue dans les prochains jours. Le Rwanda devrait soutenir le M23. Le Rwanda est capable d'assurer la sécurité de son territoire, la sécurité de son peuple. On n'a pas besoin d'un groupe armé pour pouvoir aider le Rwanda. Le rapport détaille également comment depuis mai 2022, des groupes armés du Nord Kivu ont collaboré sur les différents fronts avec l'armée congolaise et reçu également un soutien matériel de leur part. Nous parlons d'un pays qui est en guerre depuis au moins 10 ans. Pourquoi est-ce que ce serait un problème pour les groupes armés qui pullulent à l'est du Congo d'avoir des armes, d'avoir des uniformes, d'avoir des médicaments? Pourquoi est-ce que ce serait un problème? Pourquoi est-ce que ça devrait passer nécessairement par le Rwanda? Cette coalition entre l'armée congolaise et les milices est dénoncée par Kigali et le M23 depuis des mois et elle est utilisée par la rébellion comme justification de sa présence au Nord Kivu. C'est l'heure des représailles en Gambie à la suite du coup d'État manqué de mercredi contre le régime d'Adama Barrow. Plusieurs soldats, parmi lesquels un officier de la marine, ont été arrêtés. Le gouvernement gambien a désigné un officier de la marine comme l'auteur et le meneur présumé de la tentative de coup d'État ratée ce mercredi. Le corporal Sana Fadera a été détenu avec 4 autres officiers dans le cadre d'une opération en cours depuis mardi. Le gouvernement a déclaré que les troupes loyalistes étaient toujours à la recherche de 2 complices présumés après l'arrestation d'officiers de la marine, de la police militaire, de la garde nationale et des premiers bataillons d'infanterie. Le principal parti d'opposition et le bloc régional ouest-africain ont condamné la tentative de coup d'État, tout comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a déclaré que l'organisme régional soutenait fermement le gouvernement du président Adama Barrow. Ce n'est pas la première fois qu'Adama Barrow fait face à une tentative de coup d'État. En 2017, juste après le départ forcé de Yahya Jammeh, 12 militaires avaient été arrêtés pour complot contre le nouveau président. Les transports urbains en France pourront connaître des perturbations les 24 et 25 décembre prochains. En effet, les contrôleurs de TGV ont récemment annoncé la tenue d'une grève le week-end de Noël pour tenter de désamorcer cette bombe qui pourrait considérablement plomber le moral des Français à Noël. Les autorités tentent de discuter avec la SNCF. Des détails dans ce reportage. Pour de Noël, plus que quelques heures pour trouver comment voyager. Les gares sont pleines et la tension est montée d'un cran hier soir, car il y aura finalement encore moins de trains que prévu samedi et dimanche. 2 TGV sur 5 seront annulés, contre les 1 sur 3 annoncés au début de la semaine. Dans de nombreuses gares de France ce matin, même si certains soutiennent l'idée de la grève, les usagers sont excédés. C'est indécent, c'est une honte par rapport aux voyageurs, par rapport au service public et par rapport au droit de grève. La SNCF, c'est vraiment problématique, hein. On a envie de se détendre et puis en fait, c'est compliqué, quoi. Alors ce matin, opération contrition du patron de la SNCF. Il demande pardon aux voyageurs naufragés. Et je voudrais tout de suite commencer en présentant des excuses aux Français. 1 sur 4 n'aura pas de solution ferroviaire et ça me chagrine beaucoup. Le droit de grève est incontestable et je ne le conteste pas. Mais le droit de voyager pour partir voir sa famille aussi, c'est sacré. Côté gouvernement, la pression est maximale sur la direction du groupe ferroviaire et sur les syndicats pour tenter de trouver une issue à la crise, car le sujet est inflammable dans l'opinion publique. Aux États-Unis, une tempête hivernale perturbe les transports autant aériens que terrestres à l'approche du week-end de Noël. Des milliers de vols sont retardés ou annulés, un coup dur pour des millions d'Américains qui tentent de rejoindre leur famille. Le président Biden invite les populations à prendre cette tempête au sérieux. Reportage. Sur les routes de l'Oklahoma, les premiers effets de la tempête. Le blizzard, ce vent glacial et violent accompagné de chutes de neige, s'est abattu sur cet état du Midwest et ce n'est qu'un début. Dans la région des Grandes Plaines, le mercure pourrait descendre jusqu'à -55 en température ressentie cette fin de semaine. Des conditions extrêmement dangereuses pour se déplacer. À quelques jours de Noël, le président Biden exhorte la population à la prudence.
S'il vous plaît, prenez cette tempête très au sérieux. Je ne sais pas si votre patron vous laissera faire, mais si vous avez prévu de voyager, partez maintenant. Ce n'est pas une blague. Des milliers de vols ont été retardés ou annulés. Un coup dur pour les millions d'Américains qui comptaient rejoindre leurs proches pour les fêtes. Mais après 2 ans marqués par la pandémie, certains sont prêts à tout. Nous essayons de trouver d'autres itinéraires. Nous allons peut-être même prendre le bus jusqu'à Atlanta, même si c'est 21 heures de trajet. C'est la galère, mais on fera tout pour y aller. Plusieurs États sont concernés. Les Américains vont grelotter jusqu'au Texas, dans le sud du pays. L'Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord ont déclaré l'état d'urgence. L'agence de Buffalo, du service météo national, a prévenu. Il s'agit d'une tempête qui n'arrive qu'une seule fois par génération. Comment se prépare la Noël en Autriche? Comme partout ailleurs en Europe, l'inflation suscitée par la crise énergétique pèse lourdement sur les ménages. Conséquence, les dépenses se font très modestes en cette période de Noël. Les Autrichiens se serrent la ceinture cet hiver et dépensent moins pour leurs cadeaux de Noël. Selon les estimations des professionnels du secteur, le budget moyen des ménages a baissé de 15% pour ces fêtes de fin d'année. Comme tout est devenu plus cher, j'achète des petits cadeaux cette année, dit cette femme. Ces factures ont plus que doublé au cours des derniers mois. Originaire d'Ukraine, cette mère de 6 enfants bénéficie du soutien d'une ONG qui vient en aide aux ménages frappés par l'inflation. Les parents isolés, principalement les femmes, sont particulièrement touchés. Il y a aussi ceux qui ont peu de revenus, parmi lesquels, bien sûr, de nombreux migrants qui ont souvent des emplois moins rémunérés. Ce climat complexe ne fait pas les affaires des commerçants qui sont parfois obligés de se séparer de leurs salariés. D'un côté, les dépenses des commerces explosent et de l'autre, les revenus diminuent parce que le pouvoir d'achat de la population baisse. Nous avons certainement encore quelques mois difficiles devant nous. Nous devons réduire nos succursales. Environ un tiers des commerçants vont réduire leur masse salariale. Pendant ce temps à Paris, les touristes affluent pour tremper dans l'ambiance de la Noël à la française. La Tour Eiffel, le château de Versailles, le musée du Louvre, la capitale française ne manquent pas d'arguments pour attirer du beau monde. Les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire disposent désormais d'un interlocuteur spécialement conçu pour les aider à croître dans leurs activités. Le guichet unique de développement des entreprises a été lancé le 19 décembre dernier par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachi dans le but d'alléger le processus d'intégration des PME dans le tissu économique. Reportage. Sur un taux de croissance moyen estimé à 6,2% entre 2016 et 2021, le secteur privé a contribué pour 4,7 points selon les données officielles. Pour relever cette contribution du secteur privé à la croissance du produit intérieur brut ivoirien, le gouvernement a mis en place le guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Le dispositif a été officiellement lancé le 19 décembre 2022 par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachi. Avec cette initiative, les pouvoirs publics voudraient lever les obstacles qui pèsent encore sur le développement des PME. Les défis auxquels ils doivent faire face, ils ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Seul dans un environnement, rechercher un cabinet, trouver des ressources pour payer ce cabinet, pour se former, avoir accès à une technologie, chercher un partenaire dans un environnement complexe au niveau des affaires n'est pas facile. Et l'État estime que dans ce contexte où nous sommes, où l'entreprise privée en particulier, mais la PME tout spécifiquement est déterminant, l'État doit accompagner ce processus. Cette structure est donc fondamentale. C'est elle qui véritablement va être la porte d'entrée. L'entreprise qui vient doit d'abord trouver dans ce guichet des gens qui savent de quoi eux, entreprises, parlent, quel que soit le secteur d'activité concerné.
Le guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire est une plateforme numérique conçue pour fournir des services aux entrepreneurs avec toutes les indications sur l'accompagnement existant de l'État et les différents financements auxquels ils peuvent prétendre. Pour le gouvernement, il s'agit de renforcer la relation de confiance entre l'État et les PME en particulier et le secteur privé en général. Ce secteur assume plus de 50% de l'investissement total de la Côte d'Ivoire et joue une part significative dans l'économie nationale selon les données officielles. Ainsi, les statistiques indiquent que de 2016 à 2021, le secteur privé a contribué en moyenne à 4,7 points à la croissance, dont le taux moyen global est de 6,2 points sur cette période. Par ailleurs, la part des marchés attribués aux PME est quant à elle passée de 37,7% à fin décembre 2020 à 50,5% à fin décembre 2021, enregistrant ainsi une hausse de 12,8 points, montrant une nette progression du nombre de PME accédant au marché public. Le début des activités du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire intervient 2 mois après le lancement du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises qui a pour ambition d'enrôler et d'accompagner 1500 entreprises sur 10 ans, 2 initiatives qui visent à renforcer la part du secteur privé dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire. C'est donc terminé pour l'édition de ce vendredi. Merci de votre attention et restez fidèles au programme de A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.